Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'une guerre entre deux marques de sport que vous connaissez tous, Adidas et Puma. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces deux enseignes sont de la même famille, les Dassler. La Gebrüder Dassler Schuhfabrik, la fabrique de chaussures des frères Dassler, est née après la fin de la Première Guerre mondiale, dans une Allemagne dévastée, ruinée. C'est dans ce contexte que les frères Adolf et Rudolf Dassler vont fabriquer des chaussures pour l'athlétisme, le foot et tant d'autres sports. Dès les JO de Berlin en 1936, le succès est au rendez-vous. En 1949, après un conflit qui les oppose, chacun installe son usine de chaque côté de la Aurach, la rivière qui traverse leur petite ville natale de Bavière, Herzogenaurach. Adi, autrement dit Adolf, crée Adidas, et pour Rudolf, ce sera Puma. S'ensuit alors une guerre sans merci sur les terrains de sport, une rivalité qui se transmet à leur fils et qui nourrit l'innovation et le développement du sport business. Des JO de 36 à Berlin, jusqu'à la Coupe du Monde de football en 1990 en Italie, retour sur une rivalité entre deux marques qui s'est manifestée sur les stades du monde entier. Notre invité aujourd'hui est François Thomazeau, journaliste et écrivain, auteur d'une histoire secrète du sport, publiée en 2019 aux éditions La Découverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Morat, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. 1er août 1936, stade olympique de Berlin, 100 000 spectateurs observent les jeunesses hitlériennes défiler au son de la marche d'hommage de Richard Wagner. Lorsqu'Hitler pénètre dans l'enceinte, il est accueilli par les milliers de saluts nazis. Il ouvre alors les Jeux de Berlin. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Attribués à l'Allemagne avant l'arrivée des nazis au pouvoir, ces JO sont utilisés par Hitler pour faire la propagande du régime. On connaît tous cette réalité. Or, la star de ces Olympiades n'est pas allemande, elle est américaine. C'est Jesse Owens. Il a 23 ans. Afro-américain originaire d'Alabama, il est petit-fils d'esclaves et subit la ségrégation raciale encore en vigueur aux États-Unis. Lorsqu'il s'élance sur la piste du 100 mètres, le 3 août 1936, Owens impressionne. Il devance tous ses adversaires. Parmi eux, un homme regarde la course avec une certaine émotion, car le sprinter américain, héros de ces JO aux grandes dames des nazis, pensait donc à un noir. Eh bien cet homme porte l'une des créations du spectateur ému, des pointes d'athlétisme. Ce créateur, c'est Adolf Dassler, qui a réussi à convaincre Owens de porter ses chaussures. Un modèle sans signe distinctif. On est encore loin des 3 bandes Adidas. Et chausser Owens, c'était le bon choix, car l'Américain enchaîne les médailles. Avec une 4e médaille d'or au relais 4 x 100 mètres, Owens entre au panthéon des JO. L'Allemagne nazie termine quand même première au classement des médailles, et c'est une grande victoire pour l'une de ces petites entreprises, la Gebrüder Dassler Schuhfabrik, l'usine de chaussures des frères Dassler. En vérité, tout commence 16 ans plus tôt, en 1920. L'Allemagne sort des fêtes de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles et ses sanctions économiques rendent le pays exsangue, ruiné. Les Allemands sont écrasés par l'inflation, il l'écrit. Donner à la nation 6 millions de corps impeccablement entraînés, tous imprégnés d'un patriotisme fanatique et animés de l'esprit combattant le plus fervent. Si nécessaire, en moins de 2 ans, l'État national les transformera en une armée. La suite, nous l'avons évoqué au début de ce récit, les JO de Berlin et les 4 médailles d'or de Jesse Owens avec des chaussures Dassler aux pieds. Une vraie publicité pour la marque
qui voit immédiatement ses commandes augmenter. Mais déjà, toute la famille Dassler, qui vit sous le même toit avec la mère et les épouses, traverse des moments de tension. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui exacerbe la rivalité entre les deux frères. En janvier 1943, quand Hitler déclare la mobilisation générale, c'est Rudolf qui est envoyé en Pologne. Mais pourquoi lui et pas Adolphe ? Cette question l'obsède. Il supporte mal que son cadet soit exempté de l'armée car jugé indispensable au bon fonctionnement de l'usine. Rudolf bénéficie d'une affectation dans un bureau loin des combats, mais il développe du ressentiment envers son frère, resté en Bavière, lui. Et il est persuadé que c'est lui, justement, qui est responsable de son incorporation dans l'armée. Il lui écrit. Je n'hésiterai pas à demander la fermeture de l'usine. Ainsi, tu seras bien obligé de prendre une occupation qui te permettra de jouer au chef et, de par tes qualités de grand sportif, de tenir une arme. Le conflit entre les deux frères se poursuit après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chacun s'accuse mutuellement de collaboration avec le régime nazi, et chacun accuse l'autre de l'avoir dénoncé pour prendre seul le contrôle de l'usine. Alors que Rudolf est enfermé dans un camp de prisonniers contrôlé par les soldats américains, Adolphe, lui, doit passer devant une commission de dénazification, une procédure courante pour un homme qui a dirigé une usine pendant la guerre. Dans cet extrait du documentaire Dassler contre Dassler, Adidas contre Puma, produit par BO Travail et réalisé par Martine Delumeau, Helga Lang, ancienne secrétaire d'Adolf Dassler, explique comment son patron a réussi à prouver qu'il n'avait pas activement collaboré avec les nazis. Il est prouvé que le chef, Adolf Dassler, pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, a soutenu des personnes et des familles, quelles que soient leurs opinions politiques, et ce, malgré le danger que cela pouvait représenter. Ces faits et les déclarations des témoins de l'époque ont permis d'accélérer le processus de sa dénazification. Après plusieurs condamnations et appels, Adolf Dassler est finalement classifié comme Mitläufer, autrement dit attentiste, comme des millions d'Allemands devenus membres du parti, sans pour avoir activement contribué au régime nazi. Des suiveurs, tant il était moins dangereux sous ce régime criminel d'adhérer au parti. Alors, Adolphe peut reprendre ses activités, tout comme Rudolf, qui a été libéré de son camp de prisonnier sans avoir été jugé. Bien, mais les rancœurs de la guerre sont trop fortes pour les deux frères. Et c'est la séparation. Tout le monde doit donc choisir son camp, Adolphe ou Rudolf. La mère part avec le second s'installer de l'autre côté de la rivière à Orach. La sœur, elle, choisit Adolphe. Quant aux salariés de l'usine de chaussures, ouvriers comme techniciens ou cadres, ils restent avec Adolphe le créateur. Les vendeurs, eux, partent chez Rudolf, le commercial. Et c'en est terminé de la Gebrüder Dassler Schuhfabrik. C'est à ce moment-là qu'Adolphe crée Adidas, contraction d'Adi et de Dassler. Pour Rudolf, c'est le même principe, ce sera Ruda pour Rudi Dassler. Mais, jugeant le nom pas très vendeur, il opte vite pour son surnom de jeunesse, Puma. JO de 1952, Helsinki. 16 ans après les Jeux de Berlin et les 4 médailles de Jesse Owens, Adi Dassler a la fierté de chausser une autre légende de l'athlétisme, Emil Zatopek. Lors de ces Olympiades, la locomotive tchèque réalise un triplé historique. 5000 mètres, 10 000 mètres et marathon, avec des Adidas aux pieds, des chaussures qui courent vite. C'est à cette époque qu'Adolphe va permettre à tout le monde de reconnaître instantanément sa marque, les fameuses 3 bandes sur chaque côté. Côté Puma, on peut se réjouir d'avoir une longueur d'avance sur un autre terrain, celui du foot. Les joueurs de l'équipe allemande portent les Pumas, mais Rudolf Dassler va se brouiller avec le sélectionneur Sepp Herberger. Une histoire de gros sous. L'entraîneur allemand demande en effet 1000 marks par mois pour que la Mannschaft, l'équipe nationale allemande, continue à porter les chaussures Puma. Rudolf refuse. Le soir, il annonce la nouvelle à ses employés. Georg Hetzler, un ancien salarié de Puma, présent lors de cette réunion, raconte des années plus tard. Le soir, lors d'une réunion,
Le chef nous a raconté ça. Il nous a dit, je crois bien que j'ai fait une erreur. J'ai mis Monsieur Sepp Herberger dehors. Il était trop insolent. Et du coup, Sepp Herberger est allé tout de suite voir l'autre frère, Adi. Et Adi l'a reçu à bras ouverts. Et ça a été une énorme erreur de la part de notre chef. Ravir l'équipe d'Allemagne à son frère, c'est inespéré pour Adolf. De plus, une grande échéance arrive, la Coupe du Monde 1954 en Suisse. Alors, l'aîné des Dassler suit les joueurs dans tous les matchs de préparation avec sa caisse à outils. Car il a inventé un modèle de chaussure avec des crampons vissés. Il peut ainsi ajuster la longueur en fonction du terrain. S'il est sec, crampon court, s'il est humide, crampon long. Quand l'équipe d'Allemagne débarque en Suisse, elle est loin d'être favorite. En phase de poule, la RFA se fait atomiser 8-3 par les ultra favoris du tournoi, les Hongrois magiques et talentueux de Puskás et de Kocsis. L'Allemagne parvient tout de même à se hisser en finale pour affronter de nouveau la Hongrie. 4 juillet 1954, Berne, jour de finale. Sur la terrasse de l'hôtel du Belvédère, le sélectionneur Sepp Herberger et Adolf Dassler scrutent le ciel. Pas un nuage en vue. Mauvaise nouvelle. Parce que les deux hommes savent que l'une des seules chances de battre les invincibles hongrois, c'est la météo. Le capitaine de l'équipe, Fritz Walter, aime bien les terrains lourds. Mais surtout, les Allemands ont l'avantage d'avoir des chaussures légères et des crampons. Dès le début du match, les Hongrois invaincus depuis 4 ans et grands favoris mènent rapidement 2-0. Les Allemands réagissent et parviennent à recoller au score, 2 partout à la mi-temps. La pluie battante rend alors le terrain lourd, très lourd. Ferenc Puskás et ses coéquipiers n'arrivent pas à développer leur beau jeu en seconde mi-temps, d'autant que les Allemands jouent dur, sans talent. Lourdeaux et brutaux, mais avantagés par leurs chaussures Adidas légères avec des crampons, ils l'emportent et décrochent leur premier titre mondial. Il n'y a plus que 6 minutes à jouer. Schäfer sert Rahn qui dribble et marquera du pied gauche le but de la victoire. Allemagne 3, Hongrie 2. L'Allemagne est champion du monde de football. Les joueurs manifestent leur joie, tandis que les Hongrois perdent avec sportivité et dignité. Puis l'équipe d'Allemagne va chercher la Coupe mondiale, témoin de son merveilleux succès. Le sélectionneur Sepp Herberger est porté en triomphe par ses joueurs et il invite Adolf Dassler à poser sur la photo de la victoire. Pour toute la RFA qui se remet de la Seconde Guerre mondiale, c'est une renaissance. Oui, un triomphe inespéré, surnommé d'ailleurs le miracle de Berne. Et pour Adidas, que rêver de mieux? Voilà la marque associée au redressement du pays. Rien que ça. Überglücklich fallen sich die Spieler in die Arme. Aus der Hand von Jules Rimet erhält Fritz Walter die goldene Trophäe. À Herzogenaurach, on se réjouit de cette victoire allemande. Mais cher Adolf Dassler, c'est le ressentiment qui domine. Les joueurs auraient dû gagner cette Coupe du Monde avec des Pumas aux pieds, pas des Adidas. Et ce n'est pas fini. Les JO de Melbourne en 1956 mettent de nouveau en scène la rivalité entre les deux marques. Mais cette fois, ce ne sont plus Adolf et Rudolf à la manœuvre, mais leurs fils respectifs, Horst et Ermin. Ils sont jeunes et ambitieux, parfois tordus. Leur objectif ? Que le plus grand nombre de médaillés portent leurs chaussures. C'est le début du marketing sportif et du billard à 3 bandes, si je puis dire. Tous les coups sont permis. Horst parvient à bloquer la marchandise Puma en graissant la patte des douaniers. Et il distribue les chaussures Adidas gratuitement à tous les athlètes dans un magasin de Melbourne. Et c'est un nouveau succès pour la marque Adidas, 62 médaillés olympiques la porte. Fort de ce succès, l'ambitieux Horst Dassler, qui a des relations mouvementées avec sa famille, est envoyé en Alsace, à Dietwiller, pour fonder Adidas France. De l'autre côté du Rhin, il y a des anciennes fabriques à reprendre et une main-d'œuvre bon marché. En Bavière, la ville d'Herzogenaurach est plus que jamais coupée en deux. Frank Dassler, petit-fils de Rudolf, et donc fils d'Armin, décrit l'ambiance de l'époque.
Quand nous étions petits, nous n'avions pas de contact avec l'autre partie de la famille. Toute la ville d'Herzogenaurach était divisée en deux. Il y avait un boucher Puma et un boucher Adidas. Les gens ne se regardaient pas, ne se parlaient pas. Du coup, lorsque j'étais enfant, cette autre famille n'existait quasiment pas. Il se trouve qu'Adidas et Puma lui ont versé une somme d'argent pour qu'il porte leurs chaussures. L'athlète a empoché les 2 liasses de billets et a effectivement porté les 2 paires, mais pas au même moment. Cette histoire d'argent, de podium et de chaussures, n'est que la première d'une longue série. Au JO de Mexico en 1968, l'un des plus célèbres podiums de l'histoire olympique aura aussi son histoire de chaussures. « 1968, le monde entier est en révolte. Mai 68 à Paris, printemps de Prague, manifestations contre la guerre du Vietnam, aux États-Unis, au Japon, en Italie, la jeunesse se rebelle. » De téléspectateurs. Premier et champion olympique, Tommy Smith, États-Unis, 19 secondes, 8 dixièmes. Et il débarque en chaussettes noires, symbole de pauvreté des Afro-Américains, la main gantée de noir comme les Black Panthers, et il lève le poing sur l'hymne américain. Un geste pour l'éternité, une image devenue iconique. Quant à la chaussure Puma, il la dépose sur le podium. La marque devient associée à la lutte pour les droits civiques, par ici la bonne affaire. Bien que Jorge Dassler, petit-fils de Rudolf et fils d'Armin, explique les répercussions de ce geste pour Puma. À première vue, tu pourrais croire que ça te fait de la publicité, parce que la chaussure Puma, avec ses bandes, était très présente sur le podium. Et ça n'arrive jamais de voir une chaussure seule de manière aussi apparente. En Allemagne, ça a fait un bon coup de pub, mais pas aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, le mouvement Black Panther n'était pas vraiment ami avec le gouvernement, si je peux dire. Toute cette histoire ne présentait pas d'avantage pour le marché américain. Pour Adidas également, les JO sont un succès. Horst Dassler, le fils d'Adolf, s'impose avec sa filière française. Aux grandes dames de son père, il décide de se lancer dans le textile. Et pour répondre à la demande du marché américain, il ouvre des usines en Hongrie et en Tchécoslovaquie. C'est à cette époque que 2 modèles emblématiques d'Adidas sortent des usines. La célèbre chaussure de tennis Stan Smith, du nom d'un joueur américain, et la Superstar, la basket lancée pour équiper les joueurs de la NBA que porte la star Karim Abdul-Jabbar. Les stars, voilà le nouveau terrain de jeu entre Adidas et Puma. Mais peu avant le mondial de foot 70, les 2 marques pactisent. Elles ne signeront aucun partenariat avec la grande vedette du foot de l'époque, Pelé. Trop cher. Mais enfin, Armin est quand même tenté. Alors il rompt le pacte avec Adidas et propose un contrat aux joueurs sans prévenir personne. Les chiffres sont astronomiques pour l'époque. 25 000 $ pour la Coupe du Monde, 100 000 $ pour les 4 années suivantes. 2 ans après les JO, le Mexique accueille donc l'autre grande compétition sportive, la Coupe du Monde de football, le Mondial. Thierry Roland commente le match d'ouverture, Mexique-URSS. Eh bien, la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix du président de la République du Mexique qui a donc déclaré ouverte cette 9e Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, elle est commencée depuis 2 minutes, très exactement maintenant au stade Aztec, entre l'équipe de l'Union soviétique et l'équipe du Mexique, follement encouragée par tout un peuple. Il y a 110 000 personnes qui assistent à ce match inaugural, 110 000 personnes qui vibrent et qui souhaitent de tout leur cœur, de toute leur âme, un succès du Mexique. L'ambiance ici est tout à fait extraordinaire, rien à voir avec les matchs de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une ambiance colorée, une ambiance vivante, chaleureuse, beaucoup de couleurs, beaucoup de vie. Enfin, du vrai football comme on le pratique en Amérique du Sud. Si Adidas fournit les ballons de la compétition, Puma peut compter sur sa star mondiale, Pelé. Pour la première fois dans l'histoire, 700 millions de téléspectateurs vont pouvoir admirer les maillots en couleur, grâce à la télé en couleur. Les Brésiliens, en jaune et bleu, font forte impression dès le premier match. Pelé et Puma vont en profiter pour faire de la pub sauvage. Pour montrer ses chaussures le plus longtemps sur les écrans de télé, le Brésilien demande à chaque coup d'envoi quelques secondes à l'arbitre pour nouer ses lacets.
Les caméras et la planète entière regardent alors les Pumas de Pelé. Le numéro 10 prend son temps, pied gauche, pied droit, en pensant à tous les dollars qu'il a planqués dans son coffre-fort lorsque Armin Dassler est venu les lui apporter au Brésil. Pari risqué mais gagnant pour Puma. Le Brésil se hisse en finale contre l'Italie. À quelques minutes de la fin, les Oriverde mènent 3-1. Jair Zino qui arrive, donne au milieu à Pelé. Pelé qui est près du but, qui donne à Carlos Alberto, tire, but. Oh, magnifique! Carlos Alberto, le capitaine, l'arrière, qui remercie le bon Dieu, qui remercie les dieux du football. Sur une ouverture lumineuse de Pelé, il a vu Carlos Alberto. Nous vous avions dit tout à l'heure que Carlos Alberto tout seul, cela pouvait être dangereux et amener un but. Ça a même fait mieux, il l'a marqué lui-même ce but. Sur une ouverture, je ne sais pas, lumineuse est un mot trop faible pour dire la façon de voir le jeu, la façon d'exprimer son football de Pelé. Pelé gagne sa seconde Coupe du Monde avec les chaussures de la marque. Puma, qui n'a pas la force de frappe et le chiffre d'affaires Adidas, poursuit alors cette stratégie publicitaire. Viser les stars comme représentants de la marque. En Europe, Puma signe un contrat avec le joueur le plus influent de l'histoire du football, sport qu'il a carrément réinventé avec son football total, Johan Cruyff. Un système de jeu qui fait l'admiration du monde entier, porté par l'équipe des Pays-Bas, composée de nombreux joueurs de l'Ajax d'Amsterdam, une équipe Adidas. Mais Cruyff, la star Puma, ne souhaite pas porter le maillot Adidas à 3 bandes. Logique. Le numéro 14 de légende fait donc le forcing et obtient finalement un maillot à 2 bandes. En finale, la bande de Cruyff, la Hollande, s'incline face à l'équipe allemande, fidèle à Adidas et à sa réputation de briseuse de rêves. Une fois de plus, sans talent réel, les Allemands battent une équipe de rêve, comme 20 ans auparavant Suisse devant la Hongrie. Cette même année 74, Rudolf Dassler meurt et c'est son fils Armin qui reprend en main Puma. Pour rattraper Adidas, il se lance dans une production à grande échelle avec des produits moins chers. En France, son cousin Hortz se diversifie, prend le contrôle de la marque Le Coq Sportif grâce à l'affairiste français André Gelfi, connu sous le surnom de Dédé la Sardine, un homme qui fera parler de lui dans l'affaire Elf. Hortz lance également une marque de maillot de bain, Arena. Du côté d'Adidas, Allemagne, où ses parents Adolphe et Kate tiennent toujours l'entreprise, on raille ce projet de diversification. Vous avez perdu la tête ou quoi? La prochaine fois, fourguez donc des soutiens-gorge Adidas et des pyjamas. En réalité, il s'agit de pure jalousie, comme l'explique Horst Wigmann, ancien assistant d'Adolf Dassler, dans le documentaire Dassler contre Dassler, Adidas contre Puma. Horst Dassler avait beaucoup de succès en France. Et si je peux le dire comme ça, on était un peu envieux. On était un peu jaloux de sa réussite en France. On trouvait qu'il ne méritait pas autant de succès. Il y a eu des années où la concurrence entre Adidas Allemagne et Adidas France était même plus grande qu'entre Adidas Allemagne et Puma. Mais au milieu des années 70, Horst Dassler est bien plus qu'un chef d'entreprise en réussite. Il devient le grand marionnettiste du sport mondial en infiltrant toutes les fédérations. Aux 4 coins du globe, il a des lobbyistes qui viennent rencontrer les dirigeants, leur faire des cadeaux, des promesses et parfois leur laisser de petites enveloppes. Hortz, qui parle 5 langues, suit un adage. Tout est question de relations. Oh, il sait choyer les présidents de fédération, Hortz. Et pour cela, il a même racheté un restaurant en face de ses bureaux alsaciens. Ce restaurant, c'est l'auberge du Korksberg. 2 toques Goemio, 1 étoile Michelin, 90 000 bouteilles de vin. À cela s'ajoute, selon le profil de l'invité, des nuits en hôtel de luxe, des parties de chasse, cigares et visites de la cave pour une dégustation de grand cru. En quelques années, Hortz devient le soutien de nouveaux présidents. Il participe très activement à leur élection et tous lui sont redevables. Tiens, l'affairiste brésilien John Havelange à la présidence de la FIFA, c'est Hortz. L'Espagnol Juan Antonio Samaranch à la présidence du Comité international olympique, c'est Hortz. L'Italien Primo de Borglio à la présidence de la Fédération internationale d'athlétisme, c'est encore Hortz. Christian Jeannette, ancien responsable des relations internationales d'Adidas France, explique que tout cela est bien le résultat d'un intense travail de lobbying.
Pour Horst Dassler, il fallait faire mieux que Puma. Puma n'avait pas de service qui pouvait s'opposer à nous, en fait. Donc nous étions partout. Toutes les réunions possibles et imaginables dans le monde. En 76, par exemple, moi j'ai fait 400 000 kilomètres. Nous allions partout où il y avait la possibilité de rencontrer un président de l'héritage de la société. Et finalement, la famille décide de vendre. Rome, 7 juillet 1990, veille de la finale de la Coupe du Monde. Une conférence de presse est organisée car un homme d'affaires français vient de racheter Adidas, partenaire de la Coupe du Monde. Il s'appelle Bernard Tapie, et c'est un coup de tonnerre dans le monde du business. D'ailleurs, il a du mal à cacher sa joie devant les caméras de télé lors de son annonce au théâtre du Forum Olimpico de Rome. J'avais 3 passions dans la vie et j'étais obligé de m'adresser à des secteurs d'activité différents pour y faire face. C'est le sport, c'est l'économie et c'est la politique. L'économie, bien sûr, puisque c'est une société commerciale. Le sport, parce qu'elle a des relations avec le monde entier.